Les vocaux du cinéma. Les vocaux du cinéma. Les vocaux du cinéma. Salut Aurélien, je m'apprête à aller voir Projet Dernière Chance, Hail Mary, je crois en anglais, avec Ryan Gosling. Ça fait longtemps que je suis pas allé au cinéma, ça fait longtemps qu'on n'a pas envoyé des vocaux. Toi, t'étais pas mal pris avec une certaine actualité. Et du coup, ça me fait très plaisir l'idée de pouvoir à la fois voir un film et à la fois discuter avec toi dessus. À très vite. Yo, Mister C, bah oui, comme tu l'as dit, ça fait un petit moment que notre communauté n'a pas eu de nouvelles de nous, donc il était temps de retourner au cinéma. Et pour ma part, c'était un retour assez plaisant, puisque je dois dire que j'ai plutôt bien apprécié Projet Dernière Chance avec Ryan Gosling. Et j'ai oublié le nom des deux réals, mais tu vas très certainement le rappeler. Après Arco, c'est encore une proposition de SF positive qui fait plaisir, d'autant plus dans un format grand public comme celui-là. Donc voilà, j'ai hâte de t'entendre là-dessus et de savoir ce que toi t'en as pensé. C'est vrai que c'est de la SF positive, mais peut-être pas comme Arco. Là, j'ai plus l'impression que c'est de la SF feel good, au sens où on n'est pas forcément sur la définition d'un futur souhaitable, mais plutôt sur c'est la merde, mais au moins on a des buddies avec qui on peut faire des blagues. Là, les buddies, c'est du coup des cailloux, très sympathiques au demeurant. Et peut-être que je vais me lancer un peu dans un résumé, un synopsis du film pour commencer. Projet Dernière Chance de Lord et Miller, les réals derrière Into the Spider-Verse, 21 Jump Street notamment, nous propose un film qui part du principe que il y a quelque chose qui commence à attaquer le soleil, et donc le soleil diminue d'année en année, et notre scientifique est un des seuls qui va peut-être trouver pourquoi et ensuite comment régler la situation, et ça va l'amener à l'autre bout de la galaxie dans un voyage surprenant pour lui aussi, puisque au début en fait il se réveille et il sait pas ce qu'il fout là. Il était en stase pendant tout un temps. Une partie du film, ça va être aussi reconstituer les événements qui l'ont amené à prendre part au voyage, parce qu'il considère qu'il a rien à foutre là. Voilà. Et du coup, une fois qu'il a fait sa mission, l'idée c'est aussi de savoir comment il va réussir à rentrer ou pas, puisque c'est a priori un voyage à sens unique. Voilà, ce qui serait le synopsis un peu foutraque de Projet Dernière Chance de mon côté. C'est bien résumé tout ça, et moi j'ai envie de rebondir directement sur SF positive, pas positive, SF feel good comme tu viens de le dire, à propos du buddy movie et du cadre c'est la merde mais on continue à faire des blagues. Écoute, moi je pense quand même que c'est de la SF positive, puisque j'ai l'impression que ça coche quand même quelques cases que tu avais élaboré lors de notre épisode sur Arco. Et là, je vais être obligé de spoiler. Bon, c'est quand même le cœur du film. Il me semble que c'est dans la bande-annonce. Et puis, ça arrive au bout de 3/4 d'heure de film, il me semble. Mais très vite, Ryan Gosling, qui se retrouve seul dans son vaisseau, puisque le reste de son équipage est mort au moment de son réveil, va faire la rencontre d'un petit alien, Rocky, un alien qui s'apparente à un bloc de rochers à 4 ou 6 pattes, je sais plus. Et donc en fait le film repose sur cette relation d'amitié qui va se nouer entre cet humain et ce petit alien. Au-delà de la grande démonstration de force qu'on attend généralement d'un film de SF, le film va se concentrer sur cette relation et sur la profondeur des sentiments que les deux réals vont réussir à construire. D'ailleurs, la résolution en fait du problème du film réside dans cette coopération, dans cette amitié en fait. Tout ça pour déconstruire un petit peu la notion d'acte héroïque qui sous-tend un peu tout le film. Donc c'est en ça que pour moi, on peut se rapprocher quand même de la SF positive. La solution au grand antagonisme du film, elle réside dans l'altérité. Donc ça, je trouve que c'est quand même très fort, tu vois. T'as totalement raison. C'est vrai que j'avais interpréter du coup la SF positive par rapport à l'enjeu dramatique du film qui consiste à
sauver la planète Terre parce que le Soleil est en train de mourir, qu'on peut rapprocher aussi d'une forme d'allégorie du réchauffement climatique à l'envers. Où on a un problème collectif, un problème long terme. Ça fait partie aussi peut-être de ces films qui, sans en parler directement, sont quand même en train de positionner la SF comme une manière d'aborder ces problèmes un peu d'un nouveau type, qui est c'est très grave, mais ça va arriver dans plusieurs décennies. Donc comment en fait on s'organise, comment on traite le problème. Derrière Ryan Gosling, il y a aussi toute une aventure scientifique avec du coup des moyens internationaux mis en place, etc. Et par ce biais, je trouve que ça se rapproche un petit peu de Premier Contact, le film de Denis Villeneuve que j'avais beaucoup aimé, qui était lui aussi sur la communication, et comprendre en fait l'altérité. Et t'as raison de dire c'est un film de SF positif parce que on se serait attendu à ce que l'alien ce soit le grand antagoniste, comme dans Alien, le film éponyme. Et au final, c'est vraiment par la coopération avec l'autre dans son absolue différence que on va pouvoir collectivement s'en sortir. Donc c'est vrai que c'est intéressant de le voir comme ça, se dire c'est pas juste une histoire de comment sauver l'humanité, mais c'est plutôt une histoire d'une rencontre avec finalement un focus assez intime. On n'est pas du tout sur Armageddon où on va prendre vachement de temps avec l'équipe, avec les gestes héroïques. On est beaucoup plus sur comment nouer une relation, comment se comprendre et à travers ça, du coup, comment résoudre un problème qu'on a en commun. Donc t'as complètement raison sur le fait de le mettre dans la catégorie SF positive. Et ça m'a fait aussi penser à Mickey 17, le film qu'on avait chroniqué l'année dernière. J'ai quand même fait pas mal de rapprochements avec les créatures qui étaient sur la planète gelée et qui étaient vues comme au début une altérité et puis petit à petit au fur et à mesure qu'avançait l'histoire comme étant finalement une figure à laquelle on pouvait s'identifier. Enfin, moi j'avais du mal à m'identifier, mais je crois que toi ça avait marché l'identification. Et là je trouve que ça marche vachement bien avec ce petit alien en rocher. Je me suis senti beaucoup plus proche de ce genre de créature que je pouvais ne pas l'être avec on va dire les aliens poilus de Mickey 17. Et de manière générale, je trouvais que c'était un bon exemple de space opéra assez feel good. Et l'autre film auquel j'ai pensé pour finir, c'est Interstellar, que moi j'avais pas du tout aimé à sa sortie, que je trouvais trop pompeux, que je trouvais trop cérébral, imbitable en fait parce que on nous essaye de nous expliquer les choses de manière pédagogique, mais à chaque fois c'est hyper compliqué dans Interstellar. Là, j'ai trouvé que je comprends pas tous les tenants et aboutissants du danger pour le soleil, mais c'est relativement simple à suivre de se dire il y a une maladie, faut aller à l'autre bout de la galaxie pour essayer de trouver l'origine de la maladie, et ensuite on va essayer de trouver un antidote à la maladie. J'ai pas forcément compris toutes les subtilités, mais ce fil narratif là je le trouvais assez fort pour suivre le film et surtout me concentrer sur l'essentiel qui est cette relation de camaraderie entre l'humain et l'alien. Donc je trouvais que c'était un film qui a pas beaucoup de prétention. Je pense que ça a surtout prétention à être un divertissement, mais qui finalement répond à plein de films qui lui ont précédé, qui réussit pas mal de choses que d'autres films ont échoué, en tout cas selon moi, et qui effectivement, comme tu dis, s'inscrit dans un courant qui serait celui un peu du hop punk. Alors, ça serait le hop punk spatial pour le coup, mais ça marche plutôt pas mal. Je crois que le film est tiré d'un livre qui est écrit par le même auteur que celui qui a donné l'adaptation de Seul sur Mars, qui a la réputation d'être du coup plutôt de la hard science, donc du coup on va dire la tradition de Jules Verne, donc de la science-fiction, mais qui emprunte beaucoup plus à l'étude des choses faisables techniquement. Et je pense que les réalisateurs lors des Miller, ils ont pris pas mal de liberté. J'ai pas lu le bouquin de base, mais ça m'étonnerait pas qu'il se soit dit en fait on garde surtout au centre la relation d'amitié, et tout ce qui va être explication technique on va le mettre peut-être en second plan, et c'est pas plus mal parce que de toute façon adapter un livre c'est toujours trahir, parce que si on devait compter le temps que prend une lecture d'un roman, ça serait plusieurs dizaines de films. Donc je trouve que c'est un plutôt bon choix, et je pense qu'aussi ça permet d'aller toucher une audience qui est plus large et qui va peut-être être on va dire exposé à un message assez cool en soi, de dire
En fait, la rencontre avec l'alien peut être aussi quelque chose de positif, pas forcément de voir toujours dans l'altérité quelque chose qui fait peur. Donc ouais, je trouve que c'est un film sympathique à plus d'un égard. Tu parlais de la hard science-fiction. C'est vrai que c'était beaucoup plus présent dans Seul sur Mars, là, qui avait été. Il me semble que c'était réalisé par Ridley Scott. Et je crois qu'il mettait vraiment l'accent sur ça, le côté très réaliste de la survie sur Mars. On retrouve un petit peu de ça dans Projet Dernière Chance, comment survivre là dans l'espace, et puis sur tout ce qu'il va mettre en place aussi pour scientifiquement aller régler le problème. J'ai l'impression que toutes ces séquences, elles sont assez rushées. Il y a vraiment l'idée d'aller passer sur le processus de manière un peu accélérée, parce que tu l'as bien dit, je pense que dans un livre, il y a vraiment le temps d'aller développer toutes ces séquences et de prendre le temps de passer par toutes ces mécaniques en fait d'expérimentation, mais on a un petit peu moins de temps à l'échelle d'un film. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu cette contrainte, parce que toi, quand même, passé par ces différentes étapes, mais comme j'ai dit, elles sont un petit peu rushées, quoi, presque un peu clipesque en montage alterné. Tout le début, en fait, quand il va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il fait sur ce vaisseau, ou alors la rencontre avec le petit alien Rocky. Tu vois, il y a la phase d'apprentissage du langage. On comprend qu'elle doit passer par quelque chose d'un peu laborieux, et en même temps elle se fait assez rapidement. Et puis ces séquences, elles sont aussi là pour développer en fait la relation entre ces deux persos, c'est-à-dire qu'on doit faire comprendre qu'il y a du temps qui se passe, ils passent du temps ensemble pour nouer cette relation, mais en même temps il faut rusher pour aller à l'essentiel du récit, quoi. Tout au long du film, en fait, il y a ce rythme qui s'impose, qui est assez surprenant. Ces séquences, elles sont très nerveuses, et même dans formellement, c'est-à-dire même dans la manière dont elles sont montées. Voilà, il y a un rythme assez effréné, même dans ces séquences qui justement doivent prendre du temps. Finalement, le temps s'accélère à ce moment-là. C'est marrant que tu parles d'Interstellar, parce que avant d'aller voir le film, je discutais avec un pote qui me rapportait avoir vu une vidéo de Reggie le Gorilla dans laquelle il affirme que Projet Dernière Chance, c'était un petit peu une version réussie d'Interstellar. Donc ça rejoint totalement ce que tu dis. Et pour le coup, moi, à l'époque, j'avais beaucoup aimé Interstellar. Mais c'est vrai qu'en le revoyant à l'aune de ces critiques, je rejoins un petit peu ce constat. C'est-à-dire que Nolan a tendance à mettre en scène des concepts. Il a beaucoup plus de mal avec le facteur humain et la caractérisation des personnages. Et ça, d'ailleurs, ça atteint son paroxysme avec Tenet, dans lequel le personnage principal s'appelle le protagoniste. Donc il s'emmerde plus du tout à essayer de caractériser quoi que ce soit. Il fait appel directement à des archétypes pour illustrer en fait les concepts qu'il a envie de mettre en scène. Même si au final le lien entre les personnages, c'est vraiment ce qui semblait être au cœur d'Interstellar. Mais bon, finalement ça c'est sur le papier, mais dans les faits il a du mal à lui donner une incarnation. Et donc moi, quand je vais voir Projet Dernière Chance, j'ai cette comparaison en tête, parce que bon, je viens d'avoir cette discussion avec mon pote, et c'est vrai que je trouve que ça fait sens, puisqu'il y a énormément de points communs entre les deux films. Déjà dans la trame narrative, je vais pas dévoiler la conclusion, mais il y a quelque chose déjà dans le twist du climax, et puis dans cette conclusion, quelque chose de vraiment analogue, enfin qui rappelle presque de manière évidente la conclusion de Interstellar. Mais il y a aussi quelque chose dans la structure, l'aller-retour entre les différentes timelines, puisque tu en as un petit peu parlé. Il y a cette timeline passée qui revient à Ryan Gosling sous forme de flashback à mesure qu'il retrouve la mémoire. Et là-dedans, il y a un autre personnage qui est interprété par Sandra Hüller, qui joue en fait le personnage qui met en place le projet Dernière Chance. Et voilà, contrairement à ce qu'avait fait Nolan, il y a vraiment un personnage qui a une caractérisation très humaine, et qu'on a finalement pas l'habitude de voir dans ces personnages. On a souvent, quand tu parlais d'Armageddon, des trucs comme ça, on a souvent des personnages très froids, un peu qui tirent les ficelles comme ça. On a souvent pas accès à ce qu'ils pensent réellement. Là, on a vraiment affaire à un personnage
humain en proie aux doutes, et on sent vraiment ces doutes qui la traversent tout au long de cette timeline. Donc voilà, là aussi on a un personnage qui est hyper intéressant avec l'interprétation de Sandra Hüller. Et ouais, arrivé à la fin du film, moi j'ai cette conclusion, je me dis, mais c'est vrai que j'ai cette sensation d'avoir vu une version alternative d'Interstellar, comme si finalement les deux réals, bon j'ai encore oublié leur nom, mais dialoguaient en fait avec Interstellar. Et je trouve que c'est pas du tout incohérent quand on regarde également leur filmo, puisque c'est les réalisateurs de Lego le film. Donc il y avait déjà cette ambition d'aller dialoguer avec la pop culture. Donc je pense que c'est quelque chose de conscient quand même dans leur cinéma. Un autre parallèle plus visuel avec Interstellar, c'est à un moment donné, je crois qu'on a accès à un décor alien, sans trop spoiler, un décor intérieur. Et j'ai trouvé que vraiment ça rappelait le décor un peu à la fin d'Interstellar du Tesseract, donc cette idée un peu d'un espace dans une autre dimension qui permettait comme ça de pouvoir on va dire influencer sur le temps. Et c'était un espace marqué par des droites perpendiculaires avec des formes de croix, de maillage comme ça qui se répétaient, et en touchant comme ça les cordes, on faisait vibrer tout l'espace-temps. Et donc moi j'ai trouvé qu'à un moment donné on avait vraiment le même type de visuel, la même esthétique presque kaléidoscopique. Et je pense effectivement que c'est pas de l'ordre de l'hommage ou du plagiat, mais c'est plutôt on discute avec les grands films de science-fiction qui ont marqué le 21e siècle, dont Interstellar de manière objective. Et en même temps, je trouve que le film arrive à avoir une patte visuelle à lui, au sens où dès les premières images, je me suis dit c'est beau, mais c'est ultra chaleureux. C'est pas du tout un film de SF à l'esthétique froide, clinique, où on va vraiment aller du côté des matières inorganiques et donc inesthétiques, ou en tout cas dans une esthétique très épurée. Là, même si on est dans un univers on va dire hostile, j'ai trouvé que vraiment l'image était très accueillante, quoi. Il y avait dans la photographie des lumières très chaudes, il y avait une forme comme ça de texture de la pellicule, un grain que je trouvais vraiment très très agréable. Et puis même dans plus les éléments de direction artistique avec cette haute civilisation qu'on voit peu à peu, c'est de l'ordre du bricolage, du fait main. La créature, c'est un animatronics, donc un mélange entre effets spéciaux pratiques et effets spéciaux numériques. Et ça donne tout de suite de la chair comme ça à ce qui est filmé. Et du coup, on peut davantage, je trouve, se projeter dans la situation. Et il y a une vraie complicité quand même entre cette créature et Ryan Gosling. Peut-être pour finir sur les citations, mais un autre film auquel ça m'a fait penser, c'est E.T., quoi, parce que on a ce côté, c'est deux êtres d'étoiles différentes, et pourtant c'est deux potes qui partagent énormément de choses en commun. Donc j'ai trouvé que ça rendait le film très agréable. Et le seul défaut entre guillemets que je peux trouver au film, c'en est pas vraiment un, mais disons que je trouve que Ryan Gosling, il est super charismatique, il est très sympathique, t'as envie de suivre ce personnage avant même que le film commence, quoi, on va dire. Mais dans le scénario, c'est censé être un prof un peu raté, qui est seul. À un moment donné, ça lui est reproché en mode mais vous pourrez quand même vous sacrifier, vous avez personne qui vous attend sur Terre. Et c'est Ryan Gosling, quoi. C'est-à-dire qu'il est beau à tomber, il a du charme, il est intelligent, il est drôle. J'y crois pas une seule seconde que ce mec il soit seul. Enfin, s'il veut des amis, s'il veut une copine ou un copain, il rentre dans un bar, il dit un truc et demi et c'est bon. Tout le monde est à ses pieds. Donc ça m'a fait un peu sortir du film où je me suis dit ça se trouve, pour que ce genre de film soit réalisé, il faut prendre une star comme Ryan Gosling. Et en même temps, je trouve que ils ont fait vraiment aucun effort pour soit l'amocher un petit peu, ou soit le rendre moins sympathique. Là, c'est un prof génial, quoi. Quand il est avec les élèves, tu te dis mais si seulement j'avais eu un prof comme ça au collège. Il y a des profs qui font ce qu'ils peuvent, mais genre lui, il a quand même une sorte de grain de folie, de pédagogie. En même temps, il est quand même touché par le fait que les élèves ils aient peur de l'avenir, ce qui peut rapprocher aussi la question de l'éco-anxiété. Donc ouais, je le trouve d'une certaine manière un peu trop parfait,
si ça avait été un autre acteur un peu moins beau, ou s'ils avaient travaillé sur le personnage pour le rendre un peu moins attachant au début, je pense que j'aurais trouvé ça plus riche comme caractérisation. Là, c'est vraiment, rendez-le sympathique, comme ça, on monte avec lui dans le grand rail, et on est content de faire la suite de l'aventure. Du coup, je sais pas ce que t'en penses, toi, si t'as accroché avec le personnage, ou qu'au contraire, tu l'as trouvé extrêmement tête à claque. Dis-moi si t'es plutôt team Gosling ou pas. Et il y a un autre aspect visuel qui m'a marqué, c'est qu'il y a beaucoup d'utilisation de prismes pour déformer la lumière, soit parce qu'on est du côté d'une vitre un peu bizarre, soit parce que on a en premier plan des instruments qui vont diffracter la lumière, et il y a vraiment cet aspect kaléidoscopique qui ressort beaucoup aussi dans la composition des images. Je me suis dit quand même qu'il y avait souvent des espèces de fractales d'angles et de figures géométriques assez complexes, et c'était pas franchement une sinécure, je pense, à composer et à filmer comme type de scène, parce que ça se complique la vie, quoi, quand t'as des figures géométriques dans le décor et que t'essaies de composer un plan, ça peut vite devenir fouillis, et en même temps le film est très lisible, quoi, c'est très agréable à suivre comme action, tout en gardant une certaine richesse comme ça dans les visuels. Il y a la texture, il y a des aspérités, même les objets que va pouvoir trouver Ryan Gosling, ils sont ultra précis, en fait, je trouvais, dans leur composition. C'était assez plaisant de voir des espèces de maquettes qui étaient réalisées, le côté aussi arabesque parfois sur certaines textures, ne serait-ce que les bras de la créature, et au fur et à mesure on comprend qu'il y a des sortes de scarifications qu'il a, on sait pas trop si c'est genre naturel ou si c'est culturel, donc tout ça c'est un peu l'iceberg, tout ça c'est du lore qui est juste là visuellement, mais qui nourrit à la fois l'esthétique et a du sens, je trouve, par rapport à l'univers qui essaye d'être montré. Donc c'est pas tous les jours, je trouve, qu'il y a un film qui réussit à la fois à être très riche visuellement, et que cette richesse visuelle, elle transmet aussi des éléments narratifs extrêmement forts. Ben oui, je te rejoins totalement sur le côté très chaleureux de la photo. Et comme toi, moi, c'est un aspect du film qui m'a énormément séduit. Et d'ailleurs, ça rejoint également le côté Spielbergien que tu décris, puisque c'est pas uniquement dans les thématiques et dans cette relation entre un humain et un extraterrestre, mais ça se retrouve également dans cet aspect formel, ce jeu avec les maquettes et tout ce que tu as bien décrit aussi autour de la diffraction de la lumière, qui crée comme ça un jeu de couleurs très pop qu'on retrouve également sur la planète, qui vont explorer. Et il y a comme ça une direction artistique très stimulante. Et pour moi, ça renvoie également à la candeur du personnage qu'interprète Ryan Gosling. Il y a comme ça chez lui quelque chose de très enfantin. Tu vois, même dans son costume, il porte beaucoup tout au long du film un pull de Noël moche, là, comme ça. Donc voilà, et pour moi, maintenant, son perso, je l'achète à 100%. Parce que ça existe aussi dans la vie des personnages, des gens qui sont très beaux, qui peuvent être très charismatiques et qui pourtant sont très peu sûrs d'eux. Donc non, moi je trouve que ça me dérange pas. Au contraire, ça vient apporter une espèce de profondeur au personnage. Il porte pas sur son visage sa personnalité, quoi. Il a quelque chose d'un peu plus ambivalent, quoi. Et puis c'est aussi ce dont parle le film. Est-ce qu'il va pouvoir réaliser cet acte héroïque pour lequel il se sent pas du tout à la hauteur. Et justement, le film vient déconstruire un petit peu ce mythe héroïque en nous disant que non, s'il arrive à remplir sa mission, c'est parce que c'est dans cette rencontre avec l'alien, c'est dans cette coopération en fait qu'il arrive à se surpasser, et pas dans quelque chose d'un peu individualiste, un mythe un petit peu nietzschéen, tu vois, du héros qui se révèle à lui-même. Non, c'est justement dans l'altérité qu'il trouve la force de se dépasser. Je reviens 2 minutes sur Ryan Gosling. Moi, c'est un acteur qui a une grande dimension comique. Ça, on l'avait déjà vu dans Barbie. Moi, j'adore le voir dans ce genre de rôle, parce que j'ai la sensation qu'il prend énormément de plaisir et c'est communicatif. D'ailleurs, je crois qu'il est producteur du film, donc c'est vraiment lui qui ramène un petit peu cette dimension-là.
Et il y a quelque chose de très enfantin aussi dans cette relation d'amitié qui se noue entre Ryan Gosling et Rocky. Tu vois, dans E.T., c'était Elliot qui aidait l'extraterrestre à rentrer chez lui. Bon, bah là, c'est Rocky qui vient à la rescousse du terrien. Donc on retrouve comme ça, comme tu disais, cette référence à E.T. comme dans un jeu de miroir. Il y a aussi tout au long du film, tu l'as bien dit, cette composition à travers des jeux de vitres. Parce qu'on a deux personnages qui ne sont finalement jamais vraiment ensemble. En fait, ils ne peuvent pas vivre dans la même atmosphère. Ils sont jamais dans le même espace. Ils sont toujours séparés par une vitre qui les protège. Il y a aussi une manière de filmer l'espace. On est tout le temps dans des endroits clos. Et finalement, la mise en scène arrive à les réunir et arrive à construire une relation d'amitié assez intense, alors même que ces deux personnages ne peuvent pas se toucher. Et ça me permet de rebondir sur l'animatronique. Ouais, moi, comme toi, c'est un truc que je trouve hyper réussi. Mais moi, j'adore à chaque fois les réalisateurs qui choisissent d'utiliser des animatroniques parce que je trouve qu'il y a toujours un rapport au réel, au palpable qui est bien supérieur en fait à des créatures 100% CGI comme ça pouvait être le cas dans Mickey 17 comme tu l'as bien rappelé. Ouais, tu parlais de chair, c'est marrant parce que c'est un rocher donc totalement minéral et c'est étonnant la manière dont ils sont arrivés à humaniser une créature qui n'a même pas de visage et à insuffler autant d'empathie sur un personnage composé d'une matière 100% minérale comme ça. Et finalement, Projet Dernière Chance, c'est une ode magnifique au pouvoir incroyable et infini de l'amitié. Donc tu me vois venir, mais est-ce que c'est pas le film parfait pour aller avec la DA des vocaux du cinéma ? La tagline du film, ça aurait pu être une bromance interstellaire. C'est totalement le film parfait pour aller avec la DA des vocaux du cinéma. Je suis d'ailleurs outré que nous n'ayons pas eu de proposition de partenariat par le distributeur français. Je pense que les vocaux du cinéma réunissent deux amis éloignés par la distance géographique mais rapprochés par l'amour du cinéma, comme les deux amis du film sont éloignés par les années-lumière mais rapprochés par la nécessité et la science et l'amour de la pédagogie, puisque nous avons quand même deux personnages qui adorent expliquer des trucs à l'autre. Ça joue aussi sur leur relation comique, puisque Rocky passe son temps à se moquer de Ryan Gosling comme étant pas assez futé ou pas assez clair, etc. Non, mais au-delà de la boutade, non, je trouve que effectivement c'est le genre de film qui est très cool à discuter, parce que au-delà du thème, c'est vraiment une expérience feel good, quoi. C'est-à-dire, pour moi, c'est le blockbuster d'auteur, un peu l'endroit parfait. C'est-à-dire qu'on a à la fois beaucoup de moyens et en même temps c'est pas une franchise, c'est pas une recette qu'on essaie de reproduire. Il y a un côté blockbuster généreux, mais en même temps il y a un propos. Il y a quand même une utilisation de la durée, des plans, de la composition. Enfin voilà, c'est des auteurs Lord et Miller et ils ont un tempo à eux et du coup ils l'explorent là dans ce nouveau projet. Donc je pense que si on ressort de ce film en se disant le cinéma c'était mieux avant, non, en fait. Il y a des pépites chaque année et là c'en est une. Donc en tout cas je peux pas dire autre chose que allez le voir et allez le voir avec votre bro, votre peut-être sista. Et si elle n'est pas là ou il n'est pas là, échangez avec lui, avec elle par vocal pour parler de ce film merveilleux et en quoi il parle de l'amitié. Et je suis très sérieux quand je dis que je les considère comme des auteurs au sens fort, au sens des cahiers du cinéma. Pour moi, un peu le test, c'est de voir si durant un film, ces réalisateurs utilisent un procédé formel un peu récurrent. Et c'est le cas au-delà des prismes. Il y a ce plan rotatif qui revient, où on va basculer un peu dans le sens des aiguilles d'une montre, tourner comme ça sur un axe, qui est un plan évidemment qui est calé sur aussi le mouvement des vaisseaux spatiaux dans l'espace, mais qui aussi parfois est fait sur des moments, des scènes sur Terre, pour montrer que il y a une forme de mouvement presque l'ordre du destin qui rend le cycle presque inarrêtable. Des choses sont mises en mouvement et après la gravité fait le reste. En tout cas, je considère que c'est pas des gimmicks, c'est vraiment des signes que les réalisateurs ont réfléchi à qu'est-ce que le film veut essayer de raconter et comment on peut le traduire en images. Et aujourd'hui à Hollywood, c'est quand même assez rare.
Il y a peut-être Paul Thomas Anderson qui récolte plein d'Oscars avec son film, mais au-delà de ça, le blockbuster d'auteur a un peu du mal à exister dans l'univers des franchises, et je trouve que c'est quand même rafraîchissant et qu'il faut donc encourager ce type de cinéma en allant le voir en salle, parce que vraiment, moi j'en ai pris plein les yeux et je pense que c'est là où ça s'apprécie le mieux, même si, bon, on l'a pas dit, mais c'est Amazon qui finance le film, donc assez vite, je pense qu'aux États-Unis, il va se retrouver sur les plateformes. Allez le voir en salle, en France, si vous pouvez. Mais dis-moi, est-ce qu'avec tout ça, il serait pas le temps de conclure? Ben, je crois bien parce que, ouais, t'as tout dit et puis tu l'as bien dit, donc je vois pas quoi rajouter de plus. Attends, conclure, c'est pas avoir le dernier mot. Conclure, c'est se rappeler un petit peu qu'est-ce qu'on a aimé dans la discussion. Donc, si tu veux, je peux commencer. Moi, je trouve que ce qui est très cool en ayant discuté avec toi, c'est que bah déjà, je me suis complètement réconcilié avec le personnage que joue Ryan Gosling, puisque tu m'as entièrement convaincu qu'il était sympathique de A à Z et que c'était une très bonne caractérisation. Donc, je t'en remercie. Voilà de mon côté ce que je retiens de très positif de notre conversation. Et toi? Bah déjà, merci d'avoir proposé ce film, parce que de moi-même, je sais pas si je serais allé le voir en priorité. Je me souviens qu'à l'époque de la bande-annonce, la présence de Sandra Hüller m'avait plutôt hypé, mais là, je t'avoue que dans la continuité de l'actu, je pense que j'aurais pu passer à côté. Et c'est ce qui est cool avec le projet Les Vocaux du cinéma, c'est que parfois, la programmation nous pousse à sortir de notre zone de confort, et ça, bah c'est pas plus mal. Je regrette pas du tout, parce que je souscris à tout ce que tu viens de dire sur la mise en scène et le blockbuster d'auteur. Je pense vraiment qu'Hollywood a besoin de se renouveler, et quand on tombe sur un projet de ce niveau-là qui réussit à dynamiser tout ce dont on vient parler, bah ça fait du bien. C'est du très très bon divertissement qui développe un discours sur l'altérité qui est vraiment pas inintéressant, et dans le contexte politique qu'on connaît, bah c'est loin d'être anodin. En tout cas, je trouve que c'est pas aussi naïf qu'il y paraît au premier regard. Et puis j'ai parlé de la candeur du personnage interprété par Ryan Gosling. Il y a vraiment cette sensation qui traverse le film, loin du cynisme ambiant qu'on peut souvent retrouver dans les productions hollywoodiennes. Je suis sorti de la séance avec une vraie sensation de good vibe. Donc vraiment, si le niveau moyen des blockbusters pouvait toujours être celui-là, avec cette même exigence d'exécution, ben on se porterait pas plus mal.